Les lecteurs du journal L'Humanité sont de moins en moins nombreux et cela vaut mieux. Car pour chaque exemplaire vendu, l'État offre une subvention de 50 centimes d'euros au quotidien communiste. Oui, 50 centimes par exemplaire avec l'argent des contribuables français, avec votre argent. Alors, reprenez le pouvoir. Donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous allons au cinéma tous les quatre. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour Maxime. Bonjour Arthur. Bonjour Anne. Et la collecte est importante. Vous avez beaucoup vu. C'est la période des impôts, donc la collecte est importante. Vous avez beaucoup vu notre affiche, Une année polaire, pour tout public. Alors, Une année polaire, évidemment pour tout public. Alors, ça s'appelle film et comédie dramatique, et pour moi, ça n'est pas un film, et ça n'est pas non plus une comédie dramatique. En fait, on comprend à la fin du film que c'est un simili-documentaire, c'est-à-dire un documentaire un peu scénarisé. Quelle est l'histoire? C'est en fait l'histoire d'un type danois, donc c'est un film franco-danois, qui vient du monde rural, qui est devenu prof, on le comprend ensuite, pour échapper à ses racines rurales, et on lui propose plusieurs postes, on lui dit vous êtes super, on peut vous trouver tel poste, tel endroit, et lui veut partir au Groenland, qui vous le savez appartient au Danemark. On lui propose au début un poste dans la capitale en lui disant « vous serez très bien ». Mais sinon, il y a d'autres choses. Et il choisit un village, mais un village paumé de 80 personnes dans la neige, où en gros, il n'y a que des Esquimaux qui chassent et qui pêchent et qui ne font rien d'autre. Et il débarque dans ce village où il n'y a évidemment rien, où il fait un froid polaire, c'est le cas de le dire. Bon. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive qu'il essaye d'être prof. Sauf que ça ne marche pas, parce qu'il ne parle pas la langue, parce qu'il n'a aucune autorité, que personne ne le comprend et que, bien entendu, il y a le hiatus qui petit à petit se met en place entre lui qui leur dit « mais pour aller au collège et pour faire une carrière, il faudra avoir des acquis fondamentaux ». Et eux leur disent « de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est être chasseur ». Et alors, en parallèle, ça c'est le premier quart du film où on se demande un peu comment ça va se goupiller. Et puis petit à petit, on voit le village qui évolue. Et notamment la vie d'un petit garçon dont le grand-père meurt, le grand-père qui était un chasseur célèbre, et le petit garçon rêve d'être chasseur, et en fait, ce prof va devenir un peu son papa de substitution, va petit à petit se faire au traîneau, à la chasse, à la pêche. Pour l'apprendre au petit, on voit que c'est aussi pour lui l'occasion de parler. Mais de parler à ses enfants, parce qu'il a compris que s'il leur parlait pas de chasse ou de pêche, il arriverait à rien leur apprendre. Bien sûr, oui. Bon. Et donc petit à petit, lui s'intègre, eux s'intègrent, et c'est une histoire d'amour quasi filiale entre ce prof et cet enfant, avec des paysages absolument somptueux. Voilà, et notamment la fin, où on est dans la pêche au narval, dans la chasse à l'ours. C'est absolument somptueux. Bien, donc c'est une belle invitation. Le début est bizarre, mais c'est une vraie belle histoire d'amour. Mais en même temps, est-ce qu'on tire le rideau sur ces chasseurs, pêcheurs, etc. C'est la fin d'un monde. Eh bien oui et non. C'est-à-dire qu'on croit pendant le film qu'effectivement, il va leur dire « mais les petits cocos, vous ne serez pas tous chasseurs ». Et on voit que petit à petit, ils le comprennent. Et en même temps, il y a cet espoir, cette espèce d'idéal collectif qui fait qu'ils ont envie de rester dans leur univers, quitte probablement à le renouveler. Ce sont des Inuits résistants. En réalité, le film s'arrête et on nous dit, voilà, quel est le statu quo à la fin du film, et laisse supposer qu'une suite pourrait peut-être exister, en tout cas qu'il faudrait investiguer sur la suite des aventures. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que c'est presque un documentaire avec des acteurs qui jouent leur propre rôle. Je pense qu'il faut vraiment aller le voir, ne serait-ce que pour les grands espaces. Une année polaire. Merci beaucoup. Frédéric. Oui. Un film. Un film, solo. Solo. Tout seul. Voilà, d'ailleurs, on apprend dans le film que, effectivement, Anne, à un moment, on quitte un endroit, il doit passer dans une autre planète, il doit passer un garde qui lui dit « Comment tu t'appelles Hans, et ton nom de famille ?»« Ah, je n'ai pas de famille, alors je vais t'appeler Solo. » Je crois que c'est le dialogue le plus intelligent du film. Bon. Ceci étant, effectivement, le film est très sombre, donc très sombre dans les couleurs, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a toujours de la poussière, c'est glauque un petit peu. L'histoire, elle tient la rampe, c'est gentil. C'est Ron Howard qui l'a mise en scène, c'est pas mal fait. Oui. Mais enfin, c'est toujours un peu la même chose. Pour moi, c'est un très beau film, 10-18 ans.
Voilà. 10-18 Parce que ans. c'est le western moderne pour les enfants américains ou même européens. Ils rêvent tous d'espace. Donc effectivement, on est dans les galaxies. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, c'est Solo, donc les aventures de Solo tout au début. Alors je ne joue pas si l'histoire, ça a peu d'intérêt, ce qu'on regarde sur les effets spéciaux, les combats, les explosions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très facile à suivre, dans la mesure où on n'a pas besoin de connaître ce qui s'est passé avant, puisque c'est au tout début. Ils sont sur des planètes désertes, donc... Mais je ne vois pas pourquoi vous dites que pour les enfants, ils aiment ça, il faut les envoyer dans les galaxies. Je ne dis pas qu'il faut les envoyer, je dis c'est le western moderne. Oui, parce que mais le western moderne, les enfants avaient des mieux... rêves. Les rêves d'avant, c'était quoi? C'était les grands espaces. Il n'y a plus de grands espaces, ils ont tous été découverts. Les grands espaces Eh bien, à venir... si, il y en a dans une année polaire, précisément. À vous, Arthur. Alors, vous avez été voir Bienvenue en Sicile et vous l'avez bien Oui, aimé. Bienvenue en Sicile, que vous avez évoqué la dernière fois, qui Oui. était en effet un film assez coup de cœur, parce que c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui renoue avec la comédie italienne. Alors, le film est dédicacé à Scola, on n'atteint pas le niveau de Scola, évidemment, mais il s'en approche dans le ton, dans la forme, dans la narration. C'est-à-dire que c'est un mélange de drame et de comédie avec différentes formes, du quiproquo, du burlesque, des jeux de mots, voilà. Donc c'est un film qui fait du bien, puis c'est un film qui informe sur une partie de l'histoire qui est assez méconnue, en tout cas pour nous Français, qui est justement cette opération américaine qui souhaite offrir un deuxième front et qui passe par la Sicile en dealant avec la mafia. Et donc le réalisateur explique ça. Vous allez très très vite, je répète pour qu'on entende bien, en dealant avec la mafia. Avec la mafia, en effet. Les Américains ouvrent les prisons siciliennes. Ils font d'abord un accord avec Luciano. Avec Luciano qui est en prison aux États-Unis. Qui libère en échange de donner voilà. des personnes sur place parce qu'ils ne connaissent pas la Sicile. Donc c'est pas forcément des mafieux qui sont en prison, mais c'est des mafieux qui vont mettre à des postes à haute responsabilité dans tous les villages siciliens. Alors, cela dit, 50, 60 ans, 70 ans après, c'est très intéressant parce que les Américains ont débarqué ailleurs qu'en Sicile. Et est-ce qu'à chaque fois, ils ouvrent les prisons pour utiliser les personnages Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, sur beaucoup de gens l'ont Beaucoup fait. de gens l'ont fait. Sous De Gaulle, on a ouvert les prisons pour aller combattre l'OAS et on a pris tous les détenus de droit commun qui allaient torturer les gens de l'OAS. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais là, ce qui est amusant, c'est que le film se termine par une déclaration à la démocratie qui est faite par le mafieux et qui explique aux Siciliens qu'il faut adorer la démocratie, ce petit bébé qu'il faut protéger, parce qu'il va nous protéger des communistes. Donc c'est assez amusant sur la naissance de la démocratie en Sicile qui est faite par les mafieux qui vont en fait juste être un prétexte pour s'installer au pouvoir, et ça veut dire la Cosa Nostra qu'on connaît encore aujourd'hui. Pour rebondir, puisque tu parlais d'Ettore Scola, le 11e film d'Ettore Scola qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés est en train de ressortir avec Nino Manfredi, Vittorio Gascon, Stéphanie. Donc ça, c'est une merveille sur les illusions perdues et la nostalgie. C'est un film à voir. On ira le voir. À revoir très bien. absolument. Vous voulez nous parler d'un grand film que vous avez beaucoup aimé, Volontaire, qui sort là. Tout à fait. C'est un coup de cœur, j'ai vu avec notre ami Romaric Sangarde, le rédac chef culture de l'Incorrect. On l'a vu tous les deux. On a eu un coup de cœur tous les deux. Et on s'est dit, est-ce que ce film est si bon, est-ce que c'est voulu ou pas? Donc on a interviewé la réalisatrice-actrice qui s'appelle Hélène Filière et qui a confirmé ce qu'on pensait. On a même fait la une sur elle du prochain numéro. L'histoire, c'est celle-ci. C'est Laure, 23 ans, qui a fait Cannes, Hippocagne, Sciences Po, fils de bourgeois, actrice. Sa mère est jouée par Joselyne Balasco, qui est une actrice célèbre. Et elle est un peu paumée, elle ne sait pas quoi faire. Elle s'engage un peu par hasard pour trouver un boulot dans la Marine nationale. Et elle va trouver un cadre, elle va faire son apprentissage et va nouer une relation intense, ambiguë avec le commandant Rivière, qui est joué par Lambert Wilson. Donc Hélène Filière, pour certains, l'ont découvert dans la série Mafiosa, c'est elle qui jouait Sandra Paoli dans la série Mafiosa, série française. Et elle avait fait un premier film qui s'appelle Une histoire d'amour en 2013, qui n'était pas une franche réussite, elle l'avoue elle-même, c'est un exercice de style. Et donc elle revient en tant que metteur en scène, elle joue 2 scènes dans son film, actrice, réalisatrice. Et ce film est une réussite à 3 niveaux. C'est une réussite sur le fond, une réussite sur la forme et une réussite sur ce qu'elle dit de notre époque. Donc au niveau de la forme, ce qui est assez intéressant, c'est que, puis elle s'en réfère également, c'est que son cinéma est assez proche de celui de Clint Eastwood, dans cette manière de capter les sentiments et de capter tous les vertiges qui découlent de ces sentiments-là. Elle arrive à capter ça, c'est des jeux de regard qui fuient, c'est des mains qui s'effleurent, c'est un silence qui vaut 1000 mots. Donc elle arrive à mettre en scène le trouble, le sentiment, sans vraiment définir ce que c'est.
On est un peu dans la transgression. C'est une gamine de 23 ans, 24 ans, qui noue une relation avec le commandant qui doit en avoir 50-60. Mais comme Eastwood faisait de la transgression dans Sur la route de Madison avec ce couple adultère, ou dans $1 Million Baby, Oui, qui était dans ce style de relation-là. C'est une transgression légère par rapport aux autres Non, mais transgressions c'est pas. d'époque. Non, mais c'est fait finement. Mais parce qu'en fait, elle dit, je ne sais pas ce que c'est que le sentiment, je ne peux pas le décrire. Donc, aussi bien, on peut voir du sentiment filial que du sentiment amoureux. Et lui, Robert Wilson, excuse-moi, il est son instructeur en même temps. Et c'est son instructeur en même temps, qui est une référence chez les Bérets Verts. Parce qu'on est chez les Fusiliers Marins, d'ailleurs, l'école leur a ouvert les portes, elle a été conseillée. Et ce qui est intéressant dans le traitement, c'est que c'est à la rebours de notre époque, qui est foncièrement exhibitionniste. Et elle préfère l'inhibition. C'est l'inhibition qui est brûlante. Et par contre, tout ce qui est exhibitionniste, elle le montre d'ailleurs dans son film, elle montre des scènes exhibitionnistes justement pour montrer le miroir de ces autres scènes. Et on se rend compte que l'exhibition est frigide et que l'inhibition est brûlante. Et ce qui est intéressant dans la relation, c'est que c'est une relation d'amour courtois inversé. Elle renverse les codes, elle ne les détruit pas, elle les renverse. Et donc c'est la fille qui doit prouver au capitaine, donc elle le prouve en essayant de devenir béret vert. Elle le séduit comme ça. Et en même temps, lui fait un chemin inversé. Dans cet uniforme qui corsette un peu, il va faire un chemin inversé et puis il va devenir autre chose. Je ne vais pas dévoiler la fin, évidemment. Et sur le fond, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle prend à rebours tous les clichés. Et elle l'assume. C'est-à-dire qu'elle dit, je ne voulais pas être dans la dénonciation, dans la caricature méprisante qu'on a eu du cinéma français, ou dans l'espèce d'entertainment un peu simpliste que peuvent faire les Américains sur le sujet. Elle met en scène son histoire d'amour, en tout cas de troubles de sentiments, dans le cadre de l'armée. Donc c'est pas un film à la gloire de l'armée, mais par contre, on voit qu'elle admire toute la liturgie militaire, tout ce cas, tout cet apprentissage. Et elle va montrer des gens qui vont épanouir là-dedans. Elle fige son film dans une époque post-Charlie, parce qu'elle montre dans les affaires personnelles de la fille, des affiches de Je suis Charlie. Et donc elle va filmer une jeunesse comme ça, qui est un peu désabusée, qui va trouver son cadre, l'apprentissage, des raisons d'être, et surtout une liberté d'exister, de se développer chez les Bérets Verts, chez les Fusiliers Marins. Donc ça c'est intéressant. Et la première scène, en fait, donne le ton tout de suite. La première scène, c'est donc cette fille-là qui est à un déjeuner familial le dimanche, avec Josiane Balasco, qui joue une actrice de théâtre célèbre. Et Balasco apprend que sa fille veut être dans l'armée, et elle lui dit « Non, mais je veux pas que tu ailles dans l'armée, j'ai pas envie que tu tournes mal. Si tu veux être utile, va chez les Verts ou va aider les migrants. » Ça donne le ton tout de suite. C'est ce qu'elle a choisi. Non, oui. Exactement. Donc elle inverse le truc, c'est ça qui est vraiment formidable. Bon. Et puis elle aime vraiment ses personnages, elle les aime, ils sont tous singuliers, ils ont des reliefs différents. Elle pose un vrai regard dessus, puis c'est une vraie metteur en scène. Elle s'inspire de Melville, elle fait des plans narratifs et pas du cut comme dans de la série. Et d'ailleurs elle l'explique, elle dit c'est pas compliqué, le cinéma vient du muet, la série vient de la télévision vient de la radio. Donc il faut que le plan se comprenne comme muet. Et donc elle met en scène ça. Mais elle ne traite pas du tout le sujet des femmes dans l'armée. Si, elle le traite. Sauf que ce qui est intéressant dans son traitement, c'est que les femmes dans l'armée, elle dit, elles sont féminines. Je veux pas qu'elles deviennent des hommes, quoi. Non, oui, c'est l'inverse de film américain avec armes égales, armes égales, où elle devenait plus bonhomme que le bonhomme. Exactement. Et est-ce que dans l'interview, elle explique pourquoi elle n'a pas choisi l'armée de terre, mais la royale? Alors, elle explique qu'elle ne connaissait pas du tout les militaires. Pas du tout, et qu'elle est tombée sur un reportage de France 2 sur justement ces gens qui vont devenir fusiliers marins. C'est un reportage qui a bien marché avec un personnage qu'on a vu ensuite qui a fait des trucs un peu moins bien dans la télé-réalité qui s'appelait Marius, qui était le sergent instructeur. D'ailleurs on a fait un portrait de lui dans l'incorrect celui d'avant, donc c'était assez amusant, et qui est devenu un de ses bons amis. Et donc elle a été fascinée par ça, alors qu'elle me dit j'ai jamais fait de défilé militaire, c'est un milieu que je ne connais pas. Elle vient d'un milieu d'acteurs. Sa sœur est réalisatrice, et elle dit moi dans mon milieu, l'armée c'est pas top quoi. Et quand elle a préparé le film, on lui disait mais quoi, tu vas faire un film sans dénoncer? Ça va pas, il faut pas que tu fasses ça. Et en fait, c'est un film qui est foncièrement anticonformiste et romanesque. C'est aussi un film qui balaye en fait la pensée 68. Mais complètement. Parce que les fils d'eux aujourd'hui sont ceux qui dénonçaient les fils d'eux. Les bourgeois sont les anti-bourgeois. Et alors c'est pas un discours politique, hein, parce qu'elle photographie son époque, elle la voit comme ça. Alors après, ce qu'elle l'a pensé ou pas, je vais pas parler à sa place, mais elle le montre et elle l'assume. Mais après, c'est surtout un film romanesque. Très bien. Vraiment, c'est un vrai film romanesque. Très bien, merci Arthur. C'est le deuxième bon film. Vous me donnez envie d'aller le voir. Et vous n'êtes pas le premier à m'en dire beaucoup de bien. Donc, encore un bon film. Qu'on a vu tous les deux, peut-être. Oui. C'est-à-dire Opération Beyrouth. Tu veux présenter le Alors le c'est un film américain de Brad Anderson. C'est l'histoire d'un homme qui est diplomate à Beyrouth, s'appelle Skies. Donc on voit la réception, il a tous ses amis diplomates, évidemment espions, puisque c'est un diplomate dans américain. Les années 70. Dans les années 70, pardon. Et avec sa femme qui est là, ils ont adopté un petit Palestinien réfugié de camp qui va servir à table, il a 13 ans, etc. Mais ils veulent l'adopter véritablement, en faire leur enfant. Et puis il y a un attentat,
Sa femme meurt dans l'attentat. Bon, on se retrouve ensuite 10 ans après, et on fait appel à lui parce qu'il a un de ses copains diplomates qui était aussi, enfin, qui était dans le milieu des services secrets, qui est fait prisonnier par des terroristes. Et voilà, il faut qu'il aille le délivrer. Mais on s'aperçoit que le petit garçon de 13 ans avait été kidnappé pendant l'attentat, et on le retrouve après. Je ne vous dis pas comment, mais on le retrouve après. Ce qu'on peut dire aussi quand même peut-être dans le pitch, c'est que lui d'abord est un excellent négociateur. En fait, son métier c'est d'être négociateur. Et que en plus de ça, il s'avérait que le petit gamin était le neveu ou le petit frère d'un terroriste impliqué dans les attentats de Munich. Voilà, et que du coup c'est pour ça que leur maison avait été prise d'assaut au début et que sa femme était morte et ensuite... Mais quand tu dis ça, on comprend ensuite le petit gamin de 13 ans, ce qu'il est devenu. On s'y attend, mais peu importe. Mais c'est vrai que lui, donc, après, sombre dans l'alcoolisme, on le voit, le type en vient à faire des petits procès entre syndicalistes et patrons, enfin des choses minables. Et puis il est rappelé par les services secrets. Il est rappelé par les services secrets pour aller délivrer. Et là, on a un vrai film d'action. Alors, bon, c'est vrai qu'on a parlé d'Argo pour ce film, bon, si on veut. On a parlé aussi de la série des Bournes. Ce qui manque dans ce film, pour moi, c'est que l'acteur Yann manque de charisme. Il est bon, mais enfin, c'est vrai qu'avec un Matt Damon ou des gens comme ça, ça aurait été peut-être plus fort. Mais c'est un très beau film d'action, psychologiquement, c'est bien réussi. Et beaucoup plus subtil qu'un Bourne. Oui. Bourne, c'est du bourre. Oui. Du premier degré. Là, c'est plus subtil, c'est très intelligemment fait. Les rapports psychologiques entre les terroristes, les négociateurs, enfin tous les personnages, c'est bien fait. Les scènes d'action sont remarquables aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, moi, j'ai trouvé que le contexte politique était relativement clair parce que, en fait, donc 10 ans plus tard, on est en 84 ou 85, j'ai oublié la date. Donc, c'est-à-dire en plein milieu de la guerre civile au Liban, et on voit ce type qui est dans Beyrouth entre d'un côté les Américains qui jouent un double ou un triple jeu parce qu'il y a ceux qui veulent avec Israël aller reprendre le Liban, il y a les Syriens, il y a les Druzes, il y a les orthodoxes, il y a les Maronites, et puis il y a évidemment les islamistes, enfin à l'époque on les appelle pas encore comme ça, mais c'est ça en réalité. Et on voit que les différents camps se mettent en branle les uns les autres, etc. Et avec toutes les imbrications, et en même temps on voit pas mal aussi d'immeubles détruits, c'est-à-dire c'est fait avec aussi des... C'est bien fait, c'est bien fait. On se croit vraiment dans le Beyrouth en ruine des années 80, c'est spectaculaire. Et politiquement c'est vraiment formidable. Opération Beyrouth. Un autre nouveau film qui vient de sortir, Jurassic World. Jurassic World, donc c'est si on revient un peu en arrière, le premier Jurassic, c'était Jurassic Park de Spielberg qui est sorti en 93. C'était une première trilogie avec le 1, le 2, le 3. Et en 2015, ils ont fait une nouvelle trilogie qui s'appelle Jurassic World, à peu près le même principe. Donc là, c'est le numéro 2 qui sort. On est 3 ans après le numéro 1. Jurassic World, c'était un parc géant de luxe où, par la science, on avait réussi à recréer du dinosaure. Évidemment, gros bazar, le dinosaure s'échappe. Il bute tout le monde s'échappe, il reste tout seul sur l'île. 3 ans après, sur l'île, il y a un volcan qui se réveille. Et là, l'ancienne directrice du parc et le dresseur de dinosaures se disent il faut les sauver. Et donc, ils décident de repartir. Voilà, ça c'est le pitch de l'histoire. Donc la bonne idée de Jurassic World, c'est d'avoir pris un bon réalisateur cette fois-ci. Le premier Jurassic World, donc de la nouvelle trilogie, ils avaient pris un faiseur d'images très marketing. Et on était dans la surenchère. Il fallait en montrer. Et là, c'est un réalisateur espagnol qui s'appelle Juan Antonio Bayona, qui a fait, je ne sais pas si vous avez vu ce petit film d'horreur qui s'appelait L'Orphelinat, qui était un film de genre assez bien foutu, et qui avait été le réalisateur des premiers épisodes de la série Penny Dreadful, qui se passait dans l'Angleterre du 19e siècle. Donc là, dès l'ouverture du film, on renoue avec la recette qui a fait le succès du Jurassic Park de Spielberg, c'est-à-dire un mélange de tension, un peu de terreur, un peu d'humour. Donc c'est-à-dire une marche arrière complète par rapport au numéro précédent, qui était dans la surenchère où on montrait tout. Donc il change de réalisateur, donc il gagne en muscle et il gagne en virtuosité, parce que c'est un vrai cinéaste. C'est-à-dire qu'il joue avec les éclairages, il joue avec le jeu des échelles, il ne montre pas tout, il est dans la suggestion, ce qui fait que le danger vient un peu de partout, il plane tout le temps. Et puis la première est vraiment boostée aux enfêtes, c'est-à-dire que ça n'arrête pas, ça tire en tous les côtés. On passe de tsunami, de lave, du volcan, à des plongées sous-marines, à des moments de bravoure avec les dinosaures. Et donc on retrouve un peu cet émerveillement qu'on avait eu avec Jurassic Park, qui est de redécouvrir des dinosaures, quoi. Malheureusement, la promesse ne tient pas. Pourquoi ? Parce que si le film de Spielberg reste
encore plus de 20 ans après, aujourd'hui, sur le podium des films, des chefs-d'œuvre de films de divertissement, c'est parce qu'il s'appuyait, au-delà de son talent et cette virtuosité de mise en scène, il s'appuyait sur un scénario qui était solide et un quatuor de personnages qui était bien foutu, quoi. C'est 2 parents sans enfants qui rencontraient 2 enfants sans parents. Et ça marchait autour de là. Et là, le problème, c'est que le duo, ils sont aussi charismatiques que Kent et Barbie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de consistance. Et en plus, la narration est nulle, 0, elle tient sur une ligne. Et il grève dessus un petit discours antispéciste qui est assez formidable. C'est-à-dire que les dinosaures ont le droit de survivre, il faut les garder. Non, mais c'est sûr. Je vais lâcher un T-Rex dans un parc. On se demande comment on ne parle pas plus des dinosaures. Les dialogues sont très clairs. À Paris, il y a une exposition de dinosaures. S'il a mangé vos enfants, c'est pas grave, il a le droit de vivre. Non, mais en plus, il l'assume. Le réalisateur l'assume. Il y a même, j'ai vu dans de ses interviews dans un journal américain où il fait une comparaison avec les migrants. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être là, on les a créés, il faut qu'on assume, comme on a créé le bordel au Moyen-Orient et qu'ils viennent, ce qui est vrai, il faut maintenant qu'on assume. Sauf que moi, je ne vais pas assumer d'avoir un T-Rex dans mon jardin, parce que c'est lui ou moi. Donc, moi, voilà. Ce que j'aimais beaucoup... À mon avis, c'est le T-Rex qui gagne. Oui, mais c'est pour ça que je le bute avant. Moi, ce que j'aimais beaucoup, pour moi, il n'y avait que le premier qui était formidable. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans le premier, c'est qu'en fait, on ne voyait pas grand-chose. C'est-à-dire que toutes les scènes d'attaque de gens qui se font manger par un dinosaure étaient hyper subtiles. Il y avait notamment cette scène où le dinosaure attaque la voiture par en haut qui avait un toit en verre. Et donc, les enfants, vous voyez, par le toit en verre, étaient dans la bouche du dinosaure, mais sans se faire manger. Et comme tu dis, ces images aussi, quand on voyait l'eau qui frémissait, parce qu'il y avait le dinosaure qui avançait, ou T-Rex. Avec le petit bruit. Donc, voilà, et il y avait la tension qui montait. Et là, il y avait quelque chose de très éloquent. Moi, c'est un film qui me faisait penser à Psycho, vous savez, de Hitchcock. C'est-à-dire qu'on voit les scènes d'horreur, mais en fait, on ne voit rien. Mais notre esprit fait la suite. On ne dévoile pas tout. Et dans Jurassic Park, il n'y avait pas de trucs sanguinolents partout. T'en avais un peu, mais le seul qui se faisait vraiment bouffer, c'était le financier. Ce qui était assez amusant. Le méchant financier, en fait, qui était au moment où la voiture était attaquée, les enfants étaient seuls dans la voiture, il abandonnait la voiture pour se réfugier dans les toilettes, et lui, il se faisait bouffer par le T-Rex. Dans le prochain, on peut en faire un inspecteur des impôts, très bien. Mais là, on renoue un peu avec ça. On renoue avec ça, avec ce côté-là. Exit les dinosaures, parce que moi, ça me lasse. Un autre film, s'il vous plaît. L'homme qui tue Don Quichotte, mais c'est un non-film. Malheureusement, on sait que Terry Gilliam voulait faire son Don Quichotte, il n'a jamais réussi, puisque Jean Rochefort a laissé la production en panne. D'ailleurs, il y avait un making-of, je ne sais pas si vous l'avez vu, de ce film qui était absolument remarquable. Ça devait être fantastique, Jean Rochefort en Don Quichotte. Oui, mais ça, on a des images. Et pourquoi il a arrêté ? Il a arrêté parce qu'il ne pouvait plus monter à cheval, il était complètement... il était très malade. Non, il était en opposition avec Terry Gilliam aussi, parce qu'ils avaient fait maigrir le cheval pour qu'il ressemble au cheval de Don Quichotte, et Jean Rochefort a une passion pour les chevaux, et donc a refusé et s'est barré. Et en plus de son mal de dos et d'autres choses. Mal de dos. Alors peut-être qu'il a exagéré parce qu'il y avait effectivement ce différent. C'est pas en tout cas le film a été arrêté. Don Quichotte est maudit puisque Orson Welles en avait fait un, il n'a jamais réussi. Moi j'ai eu la chance de voir un jour à Cannes une demi-bobine ou 3/4 de bobine, le seul qui reste. Donc ce Don Quichotte est maudit. Mais lui, il veut toujours faire quelque chose de l'homme qui tue Don Quichotte. C'est incompréhensible du début jusqu'à la fin. Comme Terry Gilliam est capable de faire quelques scènes intéressantes, il y a quelques scènes en noir et blanc qui sont pas mal, avec 2 acteurs, Sancho Panza, dans des trucs espagnols, etc. L'histoire n'a aucun intérêt, je n'ai rien compris. Bon, donc si les autres comprennent, qu'ils aillent le voir. On s'en passera. Un film indien, Le Fakir ? Alors, qui n'est pas véritablement un film indien. En réalité, c'est... une histoire un peu bizarre, c'est-à-dire que, en fait, ça commence en Inde et on voit 3 enfants qui viennent de se faire prendre au commissariat parce qu'ils ont fait les pires bêtises. Et là, débarque un type, on ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi au départ, qui va leur expliquer sa vie pour leur montrer qu'il faut faire tout l'inverse. Et l'objectif, c'est de leur dire qu'il faut aller à l'école. Bon. Et donc, il leur explique qu'il était un enfant très pauvre et que ensuite, toute une série d'aventures lui sont arrivées à partir de la mort de sa mère, qui rêvait d'aller à Paris. Donc, il va vouloir emmener les cendres de sa mère à Paris. Et puis, en arrivant à Paris, il va demander à aller dans un magasin Ikea parce qu'il avait trouvé un catalogue Ikea quand il était petit chez un médecin. 2 fois Ikea, tu cites. N'est-ce pas ? Et qu'il en rêvait. Et puis, il va rencontrer une fille et puis finir par être pris dans un convoi de migrants un peu par hasard et se retrouver en Angleterre, d'Angleterre envoyé en Espagne, puis d'Espagne se sauver en Italie, puis en Libye, puis etc. etc. Donc là, s'ensuit toute une course folle assez rocambolesque et je dois dire assez bien faite. C'est une sorte de tour du monde en 80 jours, sauf que ça se passe en quelques jours seulement. C'est plein d'humour, plein de fantaisie, très dynamique, plein de couleurs, très indien. C'est le même acteur indien qu'on trouve à peu près à chaque fois, parce que vous savez, en trouver un vraiment beau et qui sait jouer, c'est pas si simple que ça aux Indes. Ils sont toujours plus beaux dans les films que dans la réalité. Moyennant quoi, c'est d'abord une histoire d'amour et qui va effectivement fonctionner. Alors,
Moi, ce qui m'a dérangé dans le film, c'est vraiment le côté pro-migrant, c'est-à-dire qu'il est pris, on voit la misère des migrants, etc. etc. Ça, c'est vraiment un côté dérangeant. Et en même temps, son histoire à lui, même si elle est complètement loufoque, est vraiment très amusante. On passe un bon moment, on s'amuse, on rit. Et il y a des scènes, même sur le volet migratoire, qui mettent notamment les Anglais en échec. C'est-à-dire que lui arrive en Angleterre devant les services de l'immigration. Et là, c'est le seul moment chanté du film, et les gens de l'immigration d'Angleterre sont vraiment complètement débiles. Donc si on veut voir des Anglais passer pour des gens stupides à l'immigration, donc ils leur disent des choses en chantant. Et donc en fait, les Anglais ramènent toute une série de migrants dans un avion pour Barcelone, sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Et ça, c'est vraiment un moment très jouissif, c'est vraiment très drôle. Bon. Est-ce qu'il y a des scènes Bollywood avec du Ravi Shankar, Eh ben, des gens qui exactement, dansent et à qui ce chantent, moment-là. mais pas trop quand même. Non, il n'y en a qu'une, c'est précisément ce moment-là, et c'est vraiment plein d'humour. Et Bon. alors, si on met de côté le volet légèrement pro-migrant, et qui est assumé parce qu'en fait, à un moment, en revenant d'Espagne, il se trouve par hasard dans les valises d'une star célébrissime qui est jouée par Bérénice Bejo, et arrivée dans son hôtel à Rome, elle ouvre la malle, et là, elle le trouve. Et lui écrivait son histoire sur sa chemise, donc il était torse nu. Et là, elle prend un pistolet, elle menace de le tuer, mais elle dit êtes-vous un voleur ? Non, êtes-vous un réfugié ? Et il commence à dire non, parce qu'il a un passeport, et il voit que s'il dit oui, elle va baisser son pistolet. Elle fait oui, je suis un réfugié. Et là, elle baisse son pistolet, et il raconte son histoire, et elle voit qu'il a écrit son histoire sur sa chemise, et donc elle lui dit que c'est extrêmement touchant et très mignon, et elle le prend sous sa coupe. Et là, il y a aussi un moment avec Bérénice Bejo de danse et de chant qui est extrêmement savoureux, vraiment plein d'humour. Bon. Moi, je le recommande. Eh ben, on ira. Très on ira. sincère. On ira. Frédéric, Everybody Knows. Oui, mais je pense que vous en avez déjà Tout le parlé. monde sait. Non, tout le monde sait. Non, moi je ne suis pas allée le voir. Ah bon, bah Moi, j'en ai parlé, mais tu peux redire ce que tu en c'est- as pensé. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'est très intéressant. Enfin, le début est un peu lent, hein, parce que c'est l'histoire du retour au village, de Bardem, de Penelope Cruz, etc., Voilà. qui était ex-mari et femme. Oui. Bon, ils sont dans le cadre d'une famille, il y a une grande fête. Bon, ça, c'est lent. La mise en place c'est est très longue. La mise en place C'est est très longue. Ensuite, il y a l'enfant, la fille qui est enlevée, kidnappée, on ne sait pas par qui. Oui. On le saura à la fin. Mais toute cette partie-là, qui fait quand même les bons 3/4 du film, c'est extrêmement bien fait, parce que c'est toutes les attentes, c'est tous les mensonges, c'est tous les non-dits dans la famille, une famille assez élargie. Et ça, c'est très bien fait. Le couple est bien. Penelope Cruz, à mon avis, en rajoute un petit peu dans la pleureuse et dans le côté dramatique, malheureusement, même si c'est une bonne actrice. Bardem est excellent là-dedans, Oui. comme souvent. Moi, j'aime beaucoup ce couple à l'écran. Tout à fait. Voilà, moi, je pense que c'est un film à voir, parce que c'est une belle analyse psychologique de ce qui peut se passer en cas de crise, dirons-nous, dans une famille. Dans bien. une famille assez large, avec les antagonismes, les non-dits, les secrets, etc. etc. Tout à fait. Très bien. Bon, eh bien, en résumé, nous avons donc Bienvenue en Sicile, qui revient en 3e émission, louée à chaque fois par l'un d'entre vous, Volontaire, Le Fakir, et d'un genre particulier, Jurassic World et Opération Beyrouth. Et je vais oublier votre année polaire Absolument. dont vous aviez parlé en premier. C'est riche. C'est riche, absolument. Je voudrais vous faire 2 annonces. Il va y avoir une pièce de théâtre qui va être lue au Théâtre du Nord-Ouest. Et c'est quelqu'un d'assez étonnant. C'est Alain Didier qui écrit en vers. Il en est à sa 4e ou 5e pièce. Une tragédie en 5 actes. Et son sujet est aujourd'hui 1917 ou l'abdication. Il s'agit de l'abdication de Nicolas II. Et ces pièces fonctionnent, c'est assez étonnant. Et écouter un homme qui écrit en vers en 2018, c'est tout à fait exceptionnel. Donc c'est au Théâtre du Nord-Ouest, le 17 juin à 14h30 14h30, donc 13 rue du Faubourg Montmartre, métro Grand Boulevard. Et puis le 24 juin, si vous habitez près de Bordeaux, chers amis de TV Liberté, vous pourrez aller lire dans les vignes. Paulin Calvé nous accueille dans son beau château de Piquecaillou, près de Bordeaux, pour un salon du livre où vous retrouverez beaucoup d'écrivains que j'ai invités. Ça s'appelle donc Lire dans les vignes. Et vous y retrouverez Reynald Secher, Stéphanie Bignon, Marion Sigaud, Jean de Vigry, Gabriel Cluzel, Catherine Rouvier,
Thierry Bouclier, qui est venu dans cette émission, Jean-Claude Martinez, Annie Laurent et bien d'autres encore. Et au cours de cet après-midi de lecture dans les vignes, nous rendrons un hommage à Don Gérard, puisque ce château de Piquecaillou appartient à la famille Calvet, dont est issu le père abbé du Barou, dont nous célébrons la mort 10 ans après. Merci, à bientôt. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique livre, nous avons invité Virginie Soubias-Konofal, bonjour. Bonjour. Qui nous a donné une histoire incorrecte de l'école, de l'Ancien Régime à aujourd'hui, et c'est publié aux éditions du Rocher. Alors, vous êtes agrégé de lettres classiques, doctoresse lettres, vous avez enseigné. J'enseigne toujours. Vous enseignez toujours, vous enseignez toujours. Et vous êtes aussi responsable du pôle de culture générale de l'ILFM, c'est-à-dire l'Institut libre de formation des maîtres, voilà, qui forme des instituteurs pour les écoles hors contrat et hors contrat, pour tous les types d'écoles. Et vous êtes membre du bureau de la Fondation pour l'école, aux côtés de Anne Coffinier. Ce livre vient à point nommé parce que on n'en peut plus d'entendre parler que c'est Jules Ferry qui a tout inventé, qui est vraiment le saint des saints. Je pense qu'il faut le béatifier avant de le sanctifier. Il aurait inventé l'école gratuite et obligatoire, et en réalité, il n'en est rien. Vous le démontrez. Et d'ailleurs, une autre petite bonne femme l'avait très bien dit, c'est tout de même c'est sacré Charlemagne qui a inventé l'école. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Donc c'est elle qui avait raison. Et non pas... Alors, je ne suis pas sûre qu'en fait, on puisse dire que ce soit Charlemagne qui ait inventé l'école. En fait, il n'y a pas eu d'invention. Il n'y a pas eu d'invention. C'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas, qui s'est d'abord occupé de l'enseignement, et c'est ça qui est important à dire. C'est l'Église. C'est l'Église. Qui s'en est occupée, oui. C'est l'Église. C'est l'Église qui a reçu des injonctions des évêques et des papes en disant chaque prêtre doit prendre en charge les enfants de sa paroisse. Oui, c'est l'Église qui a mis en place un système scolaire dans la Gaule finissante, dans ces terres qui n'avaient plus réellement d'administration civile. Au moment des grandes invasions, quand toutes les barrières politiques se sont un petit peu effondrées et qu'on a cherché à reconstruire, et l'Église a considéré qu'il fallait qu'elle s'occupe de l'édification des enfants, des personnes, et de leur instruction. Et donc ils ont commencé à mettre en place un système, alors que finalement l'enseignement dans l'Antiquité, par exemple l'enseignement à Rome, était beaucoup plus déstructuré et centré sur des initiatives vraiment privées. L'Église a voulu structurer ces initiatives privées et puis a mis vraiment le salut de l'enfant au centre de ses préoccupations et a considéré que son éducation intellectuelle, que sa formation académique participait de son salut, du salut de son âme. Donc ils ont beaucoup investi. Les deux sont liés. Alors, donnez-nous une idée du programme. Alors, les arts libéraux et... Voilà, ce qu'on peut retenir, c'est la promotion des arts libéraux. Donc, c'est techniques, c'est savoirs, c'est contenus, c'est savoir-faire également, intellectuels, qui peuvent permettre à chacun de conquérir sa liberté. La liberté n'est pas une donnée de nature. Elle nécessite quand même une vraie réappropriation. Et donc, on considérait qu'il y avait certaines connaissances qui pouvaient permettre à l'homme d'être réellement libre, entre autres, particulièrement en étant maître de ses passions, en se maîtrisant soi-même, en dominant ses pulsions, sa nature. Donc, on va développer cela, mais ce qui est remarquable, c'est l'extrême liberté qui est laissée aux enseignants. En fait, on ne développe pas un système scolaire comme on l'entend au XIXe siècle ou au XXe siècle, avec une structure uniformisée, avec des programmes nationaux, des manuels, des examens. On demande juste, on donne des grandes orientations. Donc on demande simplement aux prêtres d'ouvrir des écoles. Mais finalement, on ne vient pas contrôler ce que le prêtre fait dans ces écoles. Et on a certains programmes, il faut apprendre à lire, apprendre à calculer.
Et puis apprendre, après, pour les âges ultérieurs, la musique. C'est très important ce que vous dites. Mais est-ce que la liberté n'est pas essentielle à l'enseignant? Est-ce que ces contrôles, cette espèce de mainmise, alors là on fait un saut de 10 siècles, est-ce que ce contrôle permanent, ces obligations qui viennent du ministère, sont-elles normales? Alors, justement, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, Jules Ferry arrive à un moment donné où l'institution scolaire est à peu près en place et où elle fonctionne. Et ce qui va changer à partir de la fin du 19e siècle, c'est qu'on va mettre en place des contrôles systématiques, on va uniformiser le système. Guizot avait mis en place la structure, il avait mis en place la formation des enseignants, mais finalement il y avait encore une grande liberté. Mais vous lui rendez hommage. Je trouve que c'est une très très belle figure. C'est une découverte qui est de votre livre. Oui, c'est une belle figure. Oui, oui, c'est une belle figure et à qui nous devons beaucoup plus qu'à Ferry. Et en fait, depuis Ferry, l'école décline et elle décline à cause de cette sclérose qui est induite par l'uniformisation et le Alors contrôle. L'uniformisation, les oukases, il faut quand même lancer le mot. Et ces oukases, d'où viennent-ils? De leur anticléricalisme. À partir du moment où ils veulent vérifier ce que l'on dit dans l'école, l'école périclite. Parce que l'école a besoin de liberté. Un prof doit être libre dans sa classe. Point barre. Il faudrait peut-être leur rappeler. C'est le moment. Alors, un prof doit être libre dans sa classe, encore faut-il qu'on soit sûr de ce qu'il dit. Là, c'est toujours le problème, là, toute liberté a quand même un revers. Oui. Et moi, par exemple, j'ai enseigné en pôle violence à côté de Saint-Denis pendant 5 ans. On avait quand même des professeurs qui étaient très, très, très engagés à l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous appelez pôle violence? Alors, les pôles violence, c'était le joli terme que l'Éducation nationale attribuait aux écoles dans lesquelles il y avait une agression de professeurs tous les 2 ans. Donc, c'était la petite cerise sur le gâteau par rapport aux... Région incontrôlable. Voilà. En fait, les ZEP, ce sont des zones d'éducation prioritaire. L'étiquette ZEP est attribuée sur critères sociaux. Ouais. Donc, ce sont les zones où les parents sont assez défavorisés. Mais il y avait une autre classification qui était liée à la violence, en fait, qui avait cours au sein de l'enseignement, enfin au sein de l'école. Et comment vous, toute menue J'avais 22 ans, oui. J'avais des élèves de seconde qui en avaient 21. Donc oui, c'était au chaud. J'ai appris le métier. J'ai appris comment un professeur peut s'habiller pour donner une certaine image, en quoi la démarche, par exemple, le fait de faire claquer ses chaussures, que les élèves nous entendent du couloir, peut aussi poser son autorité, comment on établit une relation avec les élèves. C'était mon premier poste. Donc on a appris tout ça, on apprend c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est une assez bonne formation. Mais c'est vrai que j'avais quand même J'avais un des fondateurs d'ACT UP dans l'équipe pédagogique, un homme extrêmement intelligent, professeur de philo, agrégé de philosophie, extrêmement brillant, mais ses propos pouvaient être délétères. Oui. Donc il fallait quand même... Donc il faut faire attention aussi à la formation des enseignants, il faut aussi cadrer un petit peu les choses pour que chaque enseignant soit libre pédagogiquement, mais il faudrait que tout soit en transparence. C'est-à-dire que les écoles affichent leurs projets, que les enseignants soient recrutés en conformité avec ce projet et que les parents, lorsqu'ils inscrivent leurs enfants dans une école, sachent quel est le contenu idéologique, religieux, quels sont les postulats qui vont être développés et dans quel sens on va éduquer leur enfant. Alors que là, il n'y a qu'un postulat qui existe, c'est un postulat, encore une fois, anti-catholique, parce que tous les autres postulats sont acceptés, mais le postulat anti-catholique est vraiment très prégnant. Alors, vous soulignez, et ça c'est fantastique aussi, que l'Église propose, elle n'impose jamais. Oui, l'Église est toujours... elle n'est pas prescriptive, elle est prescriptive pour les prêtres. Oui. Donc elle impose aux prêtres d'ouvrir des écoles, et même on va avoir des ordonnances qui demandent aux prêtres d'ouvrir une école dès qu'il y a 5 maisons réunies. Alors aujourd'hui, quand on voit à quel point l'État ferme les écoles rurales, quand on voit le seuil délirant d'enfants qu'on demande dans les classes pour ne pas fermer les CE2, les CM1 dans les petits villages. Par contre, on ouvre des toutes petites cellules. Voilà, par contre, on ouvre des cellules à 15 violence, comme vous dites, là, il n'y a aucun problème. Donc, on retire des instituteurs dans les zones rurales pour les mettre dans les zones... Oui, parce que de toute façon, on ne pourra pas en recruter. Personne ne veut faire ce métier. Là, aujourd'hui, il y a une crise absolument... Alors, on va en parler parce que c'est la fin de votre livre et c'est très, très passionnant. Alors, donc, l'Église propose... ce livre, bien sûr, rappelle toutes ces congrégations merveilleuses qui ont... qu'encore une fois, on piétine aujourd'hui en disant que, heureusement, Jules Ferry vient. Enfin, on est dans un mensonge. Oui, on oublie qu'en fait, tout fonctionnait très bien auparavant. D'ailleurs, on oublie. Et
J'ai donné une conférence assez récemment et une dame a contesté les chiffres en disant mais il n'est absolument pas possible que autant de gens aient su lire au XVIIIe siècle. Et je lui avais dit mais par exemple on connaît bien l'influence des libelles, des chansons, etc. qui ont été publiées, de tout ce qui est donc que les gens les lisaient. C'est que les gens les lisaient et les gens du peuple. Ça ne concernait pas parce qu'elle me dit oui mais seulement moins de 5% de la population savait lire. Je lui dis pas du tout, on a un taux d'alphabétisation. Elle avait trop subi la propagande. Oui, parce qu'en fait, c'est la Révolution qui vient ruiner toute l'œuvre des générations. On continue historiquement. C'est Louis XIV qui impose, et ça je ne le savais pas, c'est lui qui impose l'école. Oui, c'est Louis XIV la fréquentation de l'école. Voilà, qui rend... Alors auparavant, l'offre était obligatoire, donc l'Église était obligée d'ouvrir des écoles. Elle s'y obligeait elle-même, mais elle obligeait les prêtres à le faire. Et Louis XIV, dans cette grande dynamique de la contre-réforme, va imposer par ordonnance, en 1198, aux parents de scolariser leurs enfants. Donc on va avoir la première, en fait, vraiment ingérence de l'État en tant que tel dans le rapport que le peuple pouvait avoir avec l'école. Alors, autre mensonge que vous faites exploser, c'est que les Lumières, les soi-disant philosophes des Lumières, ne sont pas du tout pour l'enseignement du bon peuple. Du peuple, non, du tout. Donc ils ne sont pas du tout pour l'enseignement généralisé. Alors, il ne faut pas les mettre tous dans le même panier. Non, pas Diderot. Voilà. Pas Diderot, pas Condorcet non plus. Enfin, Voltaire, donc, en fait, on connaît ses textes. Voilà, mais Voltaire, dans sa correspondance, c'est très très dur. Et puis vous parlez d'un Chalotais. Oui, la Chalotais. La Chalotais, alors là, il est fantastique. Et je lis le texte que vous citez parce qu'il est fantastique. Les frères de la doctrine chrétienne, qu'on appelle ignorantins, sont survenus pour achever de tout perdre. Ils apprennent à lire et à écrire à des gens qui n'eussent dû apprendre qu'à dessiner et à manier leur rabot et la lime, mais qui ne veulent plus le faire. Ce sont les rivaux et les successeurs des jésuites. Le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations. Tout homme qui voit au-delà de son triste métier ne s'en acquittera jamais avec courage et avec patience. Parmi les gens du peuple, il n'est presque nécessaire de savoir lire et écrire qu'à ceux qui vivent par ces arts ou à ceux que ces arts aident à vivre. Là, vous cognez sur une immense image. Alors, voilà. On n'aurait jamais cru que les Lumières n'étaient adressées que pour certains. Alors, pour qu'on ne puisse pas m'accuser, me soupçonner d'anti-lumière, d'anti-modernisme, etc., j'ai cité les textes. Voilà, je me suis un petit peu cachée derrière les textes pour qu'on entende Voltaire parler, qu'on entende Ami Laville, qu'on entende la Chalotais, pour voir qu'effectivement... Alors, c'est la doctrine utilitariste qui considère que l'école doit être limitée au métier que l'on va, à l'apprentissage du métier que l'on va exercer. Et on est très très loin de cette idée d'éclairer les consciences de tous, de dispenser les savoirs, enfin tout ce que les élèves nous sortent aux oraux du bac de français quand ils nous parlent du fait que heureusement les Lumières sont arrivées, enfin les gens ont commencé à réfléchir. Oui. Moi j'ai une phrase toute faite maintenant et je dis malheureusement les Lumières n'ont pas éclairé à tous les étages. Et après je passe. Arrive la Révolution, grosse perturbation puisqu'on poursuit les prêtres, donc tout le système est fichu. Mais on n'a plus le droit de parler d'école des pauvres, puisque la Révolution étant arrivée, il n'y a plus de pauvres. Nous sommes dans le virtuel. Et donc les idées vont se heurter au réel, et ça va toujours être cette disjonction entre la vraie vie des gens et puis la projection idéale que l'on en fait. Donc comme ils vont éliminer, et là physiquement interdire l'enseignement des congrégations, mais ils vont éliminer physiquement une grande partie des prêtres, on va se retrouver avec une situation absolument dramatique et une quantité énorme d'enfants non formés, pris en charge par personne, parce que physiquement il n'y a plus personne pour les éduquer. Ça c'est un des bienfaits de la Révolution, parmi d'autres. Et ça va être le problème justement du début du 19e siècle, parce que quand Guizot va arriver et qu'il va vouloir en 1830 relancer l'éducation,
il n'a pas le personnel. C'est bien pour ça qu'on va devoir rappeler les congrégations, on va devoir et puis former le plus vite possible des enseignants. Mais la Révolution va réfléchir à la question enseignant. Les débats sont assez passionnants. Donc les débats révolutionnaires sont très contradictoires. Il y a vraiment des familles idéologiques qui s'opposent, mais ça n'aboutit absolument à rien parce que comme ils ont éliminé tout le monde physiquement, il n'y a plus personne à mettre devant les élèves. Donc on va même en développer l'enseignement mutuel qui permet de mettre 1 maître devant 2000 élèves, ce qui est quand même assez colossal. Mais ça ne suffira pas, ça ne prendra pas. Alors l'enseignement mutuel, est-ce que c'est pas l'ancêtre de la méthode de l'école des Roches avec les aînés qui aident les plus jeunes? Oui, c'est ce qui va aussi, c'est très lié à la pédagogie scout, également telle qu'elle se développera ultérieurement. C'est ça, cette idée que, donc ça s'appelle le système du monitorat en Angleterre, on le reprend en Angleterre, et c'est un système pyramidal dans lequel le maître enseigne à des élèves plus avancés, et ces élèves servent de moniteurs pour d'autres petits groupes d'élèves, et puis ainsi on redescend et tout le monde bénéficie de l'enseignement. Alors, c'est le moment du débat. Enfin, vous évoquez Fallou. Alors, qui est ce Fallou? Cette loi Fallou, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui revient sur la question religieuse, justement, et qui va réouvrir un petit peu l'étau qui avait été serré autour des congrégations et des enseignements religieux, puisque on avait au départ interdit les congrégations, puis interdit aux congréganistes d'enseigner, et puis on leur avait demandé en fait de se défroquer pour pouvoir enseigner. Puis finalement, même s'ils étaient défroqués, ils n'avaient plus le droit d'approcher un élève. Donc le système était complètement bloqué, mais on s'était rendu compte qu'on avait besoin, et puis que la population, il y avait un énorme appel. Donc l'État a assoupli les choses et a créé ces établissements, a réofficialisé tous ces établissements religieux. Et puis, c'est le moment aussi de ce grand anticlérical qui est Massé. Ah oui, avec la Ligue de l'enseignement. Avec la Ligue de l'enseignement, qui elle est carrément franc-maçonne. Oui, avec beaucoup de francs-maçons qui signent très ouvertement et beaucoup de loges qui soutiennent des pétitions qui arrivent quand même à 2 millions, presque 2 500 000 signatures. Donc on voit que la population se mobilise. Mais on voit les lignes de force qui se dessinent. Finalement, au XIXe siècle, on a un enseignement privé, un enseignement public qui cohabitent, mais on se rend compte que ce sont dans une très large part des religieux qui enseignent partout. C'est que même dans l'établissement public, donc avant la loi Jules Ferry, dans les écoles publiques, ce sont souvent des religieux qui enseignent. Et c'est contre ça qu'entre autres, Massé va pouvoir s'élever et il sera très suivi par le ministère, justement, Ferry. On va appliquer, alors un petit peu après, mais au niveau des années 1890-1900, on va appliquer les directives. Ferry est le grand pape de l'anticléricalisme, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est célébré. Et c'est Ferdinand Buisson, surtout, Ferdinand Buisson. Et puis un troisième, qui est Paul Bert. Oui. On le connaît parce qu'il a un marché aux puces, mais et des avenues un peu partout. Des avenues un peu partout, mais c'est un sacré loustique aussi. Oui, mais en fait, on a tout un réseau. Ce sera repris par Combes, qui va aussi, Émile Combes, qui va aussi intervenir dans le débat de façon très, très furieuse. Ce qui avait été mis en place par Victor Duruy, qui est très bien dans de larges domaines, mais qui va être radicalisé à la fin du siècle. On a toute une équipe qui converge pour, en fait, absorber cette magnifique machine qui a été mise en place au XIXe siècle, ce système qui, progressivement, pouvait inféoder l'école à l'État. Et au départ, le système n'a pas été fait pour ça, et ce n'était pas l'objectif de Guizot, d'inféoder l'école à l'État. Guizot avait encore ce souci de liberté, ce souci de respect des consciences des parents, par exemple, au niveau religieux, au niveau politique. Mais il a fabriqué un outil dont on s'est dit à la fin du 19e que c'était une fabuleuse machine à formater les consciences et à créer cette société nouvelle qu'ils aspiraient à créer. Et donc on va avoir une sorte de mainmise, une sorte de coup d'État qui va être fait sur l'école, un kidnapping de l'école par toute l'engeance laïque qui va vouloir faire un homme nouveau à travers l'école. Donc l'idée de l'Église, c'était de permettre à l'humain d'exploiter ses capacités et à chacun de développer sa liberté. Et cet outil qui s'est élaboré au fur et à mesure va devenir ce qui permettra à l'État de dominer l'individu et de le noyer dans le groupe citoyen. Alors, il y a tout de même, dès 1882, des gens qui
qui s'élèvent contre, et pas uniquement des religieux. Vous citez un article du Correspondant qui souligne les dangers qu'entraîne pour la société le développement non régulé de l'instruction populaire non soumise à une morale transcendante. Alors ça, c'est une phrase très importante parce que... je vais lire l'article parce qu'il est extrêmement intéressant. Vous avez suscité en votre élève toutes les ambitions, tous les orgueils, toutes les espérances, en les enfermant dans les 3 horizons de ce monde. Vous lui avez promis la justice, la liberté, la fraternité, le bien-être, et en même temps, en lui retirant les freins qui auraient pu modérer ses convoitises, lui enlevant les croyances qui l'auraient fortifié contre les misères présentes, en lui promettant dans un autre monde la réparation, vous vous êtes engagé à lui donner, dès cette vie, satisfaction. Or, quel spectacle, quelle destinée l'attendent aux malheureux qui s'irritent de l'inégalité des conditions, qui ne peut comparer sans colère l'abondance du riche avec sa détresse? Que répondrez-vous? En d'autres termes, vous préparez des enfants qui ne sont pas prêts à affronter le monde tel qu'il est. Qui ne sont plus adaptés à rien, en fait. Et on crée des révoltés. Et comme vous le disiez, comme vous le disiez, qui ne se maîtrisent plus. Oui. Et on crée des révoltés, en fait, des révoltés qui vont se révolter contre tout, parce qu'en fait, ce qu'on leur a proposé comme horizon est un idéal qui, pour la plupart, est inatteignable. On leur a proposé la justice, l'égalité, le bien-être pour tous, et donc ils se fracassent contre le réel de la société et puis le réel de la vie. Et cette instruction, au lieu de leur apporter la sagesse, leur apporte en fait la colère et la révolte. Donc on va avoir une remise en cause, une remise en cause de cette instruction voulue par le groupe laïque et par tout le groupe qui prétend promouvoir l'instruction populaire, sociale et l'instruction pour tous. Il y aura d'ailleurs une enquête avec des articles d'Henri Bordeaux, Alfred Capu, Paul Bourget, qui conclura en disant que l'école publique est une école de guerre civile. Oui, ça crée des dissensions et qu'en fait on est en train de... Et je pense qu'on y est en partie avec le blocage des universités, voilà. Quand on voit ce qu'ils écrivent, etc. Ouais. On se rend compte qu'on crée des ambitions chez ces enfants, mais des ambitions qui ne peuvent pas être satisfaites, qu'aucune société, finalement, à part une petite société, à part la société, à part l'abbaye de Thélème, mais qu'aucune société ne peut apaiser. Quel est votre regard sur ce grand foutoir qui se généralise ? Alors écoutez, moi je suis... Vous êtes très jeune, vous n'avez pas connu 68, moi je l'ai connu, oui. J'ai l'impression de revivre tout ça. Moi j'ai l'impression de revivre une parodie de tout en fait. C'est insupportable. Écoutez, je suis à la fois enseignante, chrétienne et mère de famille, donc je ne peux être qu'optimiste. Je suis sûre que... Je pense que les grandes crises... Moi, je suis très reconnaissante à Vallaud-Belkacem et à Vincent Payon, parce qu'en fait, ça fait 25 ans qu'on dit la même chose, qu'on crie dans le désert. Puis personne ne voulait nous croire. Tout le monde nous prenait pour des oiseaux de mauvais augure, des complotistes, etc. Oui. Et puis est arrivé Payon, qui a dit ouvertement... qui a assumé ce que nous disions qu'il pensait. Tout le monde disait, mais c'est pas possible, il ne peut pas penser ça. Et puis il a dit que l'école était là pour formater les consciences, la fameuse lettre qu'il fallait arracher l'enfant à tous les déterminismes, que la Révolution n'était pas terminée, que l'école était là pour achever la Révolution française. Et donc les gens ont commencé à ouvrir les yeux. Et puis est arrivé Najat Belkacem, qui a vraiment parachevé cette œuvre, dont on continue à voir les fruits aujourd'hui, puisque le gouvernement ne réforme rien, n'abroge rien de ce qui avait été mis en place. Votre ministre parle beaucoup. Parle bien. Beaucoup, voilà. C'est très réconfortant. C'est le problème de nos hommes politiques, voilà. C'est qu'ils parlent, ils parlent. C'est très réconfortant de l'écouter parce qu'on aimerait y croire. On se dit, quand on l'écoute, on est tout de suite rasséréné, on se dit tout va aller mieux. Oui. Ça y est, le bon sens revient. Et puis en fait, quand on regarde les directives qu'on reçoit dans l'éducation nationale, on se dit, ah non, ils continuent en fait à appliquer. On a l'impression que les Français l'écoutent, mais pas les recteurs en tout cas. Donc tout continue. Mais je pense beaucoup de choses tiennent grâce aux initiatives privées, aux initiatives individuelles. Il y a d'excellents professeurs partout. Bien sûr. Des chefs d'établissement qui sont de vrais éducateurs, des équipes éducatives investies. Je dirais même, il y a des gens de gauche qui sont de très très bons profs. Oui. Il suffit qu'à côté, il y ait un autre prof qui ait un autre son de cloche. Et moyennant quoi, les propagandes, les messages s'égalisent, si je puis dire. Par contre, il faut que les parents soient vigilants, effectivement. Il faut que les parents mettent leur nez dans l'affaire et vérifient pour pouvoir parler au moins avec leurs enfants. Mais il y a d'excellents enseignants partout, des initiatives fabuleuses. Puis vous voyez, les écoles hors contrat fleurissent.
L'ILFM forme, on vient de célébrer nos 1000 étudiants formés. On a formé quand même beaucoup de jeunes enseignants qui maintenant, comme des petites abeilles, font leur miel un peu partout en France, dans quantité d'écoles. Donc il y a des initiatives partout, les gens se mobilisent, les consciences s'éveillent. Donc les choses sont très noires pour l'avenir, mais c'est une grande lutte qui s'ouvre. Mais je pense que l'humain a des ressources incroyables et que rien n'est perdu. Vous, le désespoir en politique est une sottise absolue, disait le maître. Vous répondez aussi à Ferry qui nous rabat les oreilles en disant que l'école est gratuite. Non, l'école, c'est 85 milliards. Ah oui, l'école, c'est absolument colossal. Donc c'est nous qui payons cette école. Ben moi, donc elle n'est pas gratuite du tout. Elle n'est pas du tout gratuite, non. Ça absorbe quasiment l'intégralité de la TVA en France. Voilà. On se dit c'est quand même absolument colossal. Parce qu'en fait, l'État donne toujours de mauvais chiffres. Donc il y a toujours un espèce de flou quand on demande à l'État de chiffrer l'école, quand les ministres passent, ils nous donnent toujours le budget de l'éducation nationale. Mais comme si les gens ne savaient pas qu'il y avait aussi le budget de l'enseignement supérieur qu'il fallait, parce que c'est quand même l'éducation. Et puis il y a ce qu'on appelle les dépenses globales d'éducation, qui sont là chiffrées, et tout est accessible sur le site et de l'INSEE et du ministère de l'Éducation nationale. Et donc dans ces chiffres, il faut rentrer la construction des établissements scolaires, il faut entrer les cars scolaires qui sont hautement subventionnés, il faut entrer les cantines qui sont très subventionnées, le chauffage, n'importe qui est entré dans une salle de classe, c'est que c'est tropical. Donc les établissements sont extrêmement chauffés. Toutes ces factures qui sont redistribuées, elles sont toujours redistribuées sur des collectivités, sauf pour les établissements privés, qui financent eux-mêmes leur chauffage, leur construction, etc. Mais pour tous les établissements publics, c'est l'État. Autre scandale, les familles citoyennes de France, comme on dit, payent des impôts et subventionnent cette école. Et payent deux fois, et quand ils veulent soustraire leurs enfants à ces influences qui sont quand même un peu trop rouges, il faut qu'ils repayent une deuxième fois. Donc c'est double peine. Ah, c'est la double peine, oui. On paye deux fois. De toute façon, tout le monde paye l'école. C'est le principe de solidarité. Voilà. Et tout le monde paye l'école. Comme je disais, ça absorbe les dépenses globales d'éducation quand on cumule tout. Et quand on prend le chiffre du ministère, c'est quasiment équivalent aux recettes annuelles de la TVA. Donc c'est absolument colossal. C'est le premier budget de l'État. Et les gens vont payer à côté un enseignement privé, une école privée ou une école hors contrat, s'ils veulent soustraire leurs enfants. Et qu'est-ce que vous dites de la contradiction entre l'enseignement qu'il y a à la maison, enfin le terreau intellectuel, moral et politique qu'il y a à la maison, et culturel, et le terreau de l'école qui est très souvent à l'opposé. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Ça peut être stimulant pour l'enfant. Beaucoup de psychologues disaient qu'il ne fallait jamais contredire les enseignants, qu'il fallait garder la cohérence éducative, etc. À un moment donné, il faut aussi... on est obligé quand même. On est obligé. On est obligé de recadrer, de corriger, de surveiller ce qui est dit en histoire, en SVT... Donc, c'est vrai que les programmes de maths ou de physique sont moins polémiques en général, mais dans les autres matières, en français. Et moi, je le dis aux parents d'élèves en début d'année, ils sont un peu surpris. Je leur dis, mais ne me signez pas un chèque en blanc, ne me donnez pas un blanc-seing. Allez regarder les textes, parlez-en avec vos enfants, allez regarder ce que je fais avec eux. Parce qu'en l'occurrence, je fais du PEGI, des choses comme ça, et je leur disais, c'est de votre devoir de parents de savoir ce dont nous parlons en classe, on les voit quand même beaucoup. Donc moi, j'invite tous les parents à aller regarder les cahiers des enfants, à surveiller les poésies qu'on leur donne à apprendre. J'ai appris récemment, je suis allée voir sur Internet, parce qu'il y avait une petite affaire avec une école qui avait donné un poème très, très pro-musulman à apprendre en primaire à une petite fille, dans une école publique, dans l'ouest de la France. Donc les parents ont réagi. Mais il faut vérifier. Il faut vérifier, et jusque tard, il faut vérifier jusqu'en première, en terminale, quelle est la vision que les professeurs d'économie donnent du monde. Donc vous pensez que c'est stimulant pour... Moi, je connais une ça leur apprend la disputatio, l'échange d'idées, ça leur apprend à développer leur idée. Je vais raconter l'histoire d'un petit garçon qui rentre, il a 9-10 ans, il rentre à la maison, sa maman est en train de préparer le potage du soir, et le petit garçon dit à sa mère, « Maman, je ne peux plus penser comme toi. » « Ah bon, chérie ? Oui, le roi a volé les paysans. Le roi Louis XVI a volé les paysans. »« Ah bon, dis-je, dit cette personne. Je me trahis, en fait, c'est une histoire personnelle.
Alors, je continue à préparer ma soupe et je me dis, il faut que tu coupes ton cordon ombilical, fais attention à ce que tu dis. Et je lui dis, mais l'important n'est pas de penser comme maman, l'important est de penser intelligemment. Et alors, du coup, je lui fais... Alors, il me dit, oui, on a vu un film qui racontait ça. Alors, je lui dis, tu sais, les films, c'est pas tout à fait la vérité, parce qu'au temps de Louis XVI, il n'y avait pas de cinéma. Donc, et j'ai appris que c'était un bon communiste qui avait fait le film, d'où la thèse. Et donc, je lui fais un cours, cause lointaine et cause proche de la Révolution, en allégeant, en étant très... Après, ça a été fini. Il n'a plus jamais contredit ce que je lui ai dit. Mais ça m'a posé problème, parce que comment contredire ce qui est dit en classe ? Oui, et puis en plus, il faut aussi s'appuyer sur la personnalité des enfants, parce qu'il y a des enfants pour lesquels c'est plus ou moins difficile. Certains enfants un peu impulsifs risquent d'entrer en conflit avec leurs enseignants. Oui. C'est le cas d'un de mes enfants qui, du coup, n'en peut plus d'entendre des choses qu'il considère comme fausses et dont il peut souvent prouver la dimension faussée, qui s'accroche avec ses professeurs. Et on a d'autres enfants qui, par contre, le vivent très mal, enfin, qui sont en retrait, qui n'osent pas. Divisés. Et, voilà. Mais il faut beaucoup parler avec eux. Il faut, mais surtout leur donner, je pense, des supports écrits, leur faire attention à ce qu'on leur montre comme film. Vous voyez, par exemple, quand on sait qu'en histoire, ils abordent telle ou telle période, qu'on a des doutes sur la façon dont ça va être abordé, il y a plein de films qui sont bien orientés, qu'on peut suggérer pour la séance cinéma du vendredi ou du samedi soir, et qui vont leur donner, et ça ne viendra pas de nous, ça ne sera pas juste notre pensée, mais ils voient, ce sont des œuvres d'art, ce sont des livres, d'autres manuels, etc., qui ne disent pas la même chose que le professeur, et on peut rediscuter sur cette notion d'arbitraire, d'idéologie, de point de vue, etc. Mais je pense qu'il faut quand même, il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt pour qu'ils ne soient pas en adoration. Leur rappeler que les enseignants sont des humains et que tout humain porte sa subjectivité, a sa vision du monde et leur dit qu'il y a des choses qui ne sont pas la vérité. Il y a on l'a pas évoqué, mais bon, il y a ce problème des petits salaires. En fait, les enseignants français sont les moins payés d'Europe. Oui, on est très mal considérés. Et c'est un vrai problème. Ça justifie aussi l'énorme féminisation du métier, puisqu'on est à plus de 75%, 73% de femmes dans l'enseignement, avec des disparités très grandes. 98% de femmes dans le primaire et 36% seulement dans le supérieur. Donc on a des... ce qui est plus on monte, plus on retrouve les hommes. Signe. Mais ce qui veut dire que les élèves sont éduqués pendant quasiment toute leur scolarité, en tout cas quasiment jusqu'au bac, presque exclusivement par des femmes. Ce qui a des conséquences. Ce qui a des conséquences, parce que non seulement ça a des conséquences psychologiques par rapport à l'image qu'ils ont de l'éducation en banlieue, par exemple, ou même partout, par rapport à l'image que les garçons peuvent avoir de ce qu'est l'école, mais ça a des vraies conséquences très graves sur leur formation intellectuelle, parce que, je ne suis pas une grande partisane de la théorie du genre, et je reste convaincue, et mon expérience pédagogique m'en a convaincue aussi, que les hommes et les femmes ne pensent pas de la même façon. On n'a pas la même façon, pas seulement la même sensibilité, mais la même façon de réfléchir, de gérer les choses. Et on se retrouve avec tout le temps des femmes qui évaluent la pensée de garçons. Et c'est aussi pour ça qu'on a un taux de redoublement beaucoup plus fort chez les garçons. C'est même pas comparable. Ceux qui sont en échec scolaire massivement sont des garçons, ceux qui redoublent massivement sont des garçons, alors que statistiquement, on nous dit, parmi les précoces, par exemple, les enfants à haut potentiel, il y a plus de garçons que de filles. Donc dans les courbes de QI, les garçons sont meilleurs. Dans les courbes de performance, où les garçons sont meilleurs. En confiance en soi, les garçons sont meilleurs. Pourquoi à l'école, les garçons sont-ils sous-performants à ce moment-là? Est-ce que le système est vraiment adapté? Donc il y avait des articles faits par des sociologues, des psychologues, des pédagogues qui disaient l'école est une machine à exclure les garçons et à faire une société de filles, en fait. Et puis des garçons sans arrêt sous domination féminine, parce que quand même l'école c'est ça. Oui, puis avec faites votre petit cadre, faites votre jolie petite présentation, soulignée en rouge, soulignée en vert, en bleu, en machin. J'ai des collègues qui corrigent, une collègue qui corrige en rose. Alors, on a eu tout un débat, on a fait des formations où on nous explique qu'on ne peut plus corriger en rouge, que c'est comme si nous fouettions les élèves. C'est une violence absolument insupportable. Donc on nous invite à changer de couleur. Enfin, de là à corriger, moi, je serais un garçon de 17 ans, un garçon de première ou de terminale. Ils ont 17, ils ont 18 ans. Ils font de la boxe, du sport, du machin, du rugby, etc. Ils reçoivent leur copie et c'est corrigé en rose avec une jolie petite écriture de fille. On n'est pas dans le même univers. À un moment donné, je veux bien corriger en rose, mais on n'est pas dans le des Schtroumpfs. Et est-ce qu'il n'y a pas... je suis frappée aussi ces derniers temps
d'un certain comportement de toute puissance. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas très très payé, il n'y a pas compensation et que donc ils se disent on n'est pas très très bien payé mais on a tous les pouvoirs. Je pense à certaines institutrices qui disent voilà vous devez manger ceci, ceci et cela, alors que les repas ne sont pas sous leur autorité et que les repas sont quand même le travail de la mère. Donc on ne voit pas en quoi l'enfant aussi revient à la maison en disant la maîtresse a dit que. Est-ce qu'il n'y a pas une conséquence comme ça de cette espèce d'exaspération du pouvoir de l'institutrice? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt une espèce d'idéalisation de leur fonction. Oui. C'est un excès de vertu. Vous voyez, ils sont absolument. Enfin, je pense que la plupart des enseignants, surtout dans les petites classes, comme, sont vraiment convaincus de bien faire et de faire le bien dans le même temps. Et donc voilà, on leur a expliqué qu'il fallait que les enfants mangent un petit peu de tout, qu'il fallait que les enfants goûtent, et c'est le il faut. Moi, je trouve que l'école est en train de mourir de il faut. Absolument. Il faut, et il y a une façon de faire, c'est obligatoire, et puis on manque de souplesse. On pourrait utiliser le conditionnaire. Il faudrait, ça serait déjà moins coercitif. Oui, et puis tu pourrais. Et puis choisis. Et choisis, absolument. Merci beaucoup Virginie Soubias-Konofal pour cette histoire incorrecte de l'école, de l'Ancien Régime à aujourd'hui aux éditions du Rocher. Et vous comprendrez pourquoi nos enfants sont muets et la somme de mensonges absolument étonnants sur cette histoire de l'école. Merci beaucoup Virginie. À très vite, chers amis de TV Liberté.